L'affaire de Francfort était enfin conclue. 6 jours de négociations exténuantes, et j'avais obtenu l'expansion européenne que mon patron poursuivait depuis 2 ans. Mon corps était endolori par le vol de 9 heures, mais le triomphe pulsait en moi alors que je dirigeais ma voiture de location vers la maison de banlieue de mes parents. Ma valise attendait dans le coffre. J'avais promis à maman de passer avant de me rendre à mon appartement, sachant qu'elle voudrait entendre parler de mon voyage et probablement me gaver de quelque chose de fait maison. Le soleil couchant peignait le quartier familier de teintes ambrées alors que je tournais sur Maple Street. Je me suis garé dans l'allée, remarquant que papa avait enfin taillé les buissons envahissants qui flanquaient le garage. Petite victoire. Mes escarpins noirs me serraient alors que je sortais, lissant ma jupe crayon anthracite. Le vol avait froissé mon chemisier en soie, mais j'avais toujours l'air de l'analyste financière senior qui venait de décrocher un contrat déterminant pour sa carrière. J'ai souri en sortant la télécommande du garage de mon sac à main. J'avais entreposé ma Challenger ici pendant mon voyage, plus en sécurité que le stationnement dans la rue de mon complexe d'appartements. Le clic familier lorsque j'ai appuyé sur le bouton. Le vrombissement mécanique lorsque la porte s'est levée. Puis, rien d'autre que le vide là où ma voiture aurait dû être. Non, non, non. Les mots sont sortis alors que mon estomac se nouait. Le garage s'étendait devant moi, vide à l'exception de la tondeuse à gazon de papa et des fournitures de jardinage de maman. Mes doigts sont devenus engourdis. La télécommande a cliqueté sur le béton alors que je laissais tomber ma valise et me précipitais vers la maison. Ça ne pouvait pas arriver. Pas ma voiture. Pas ma Challenger. J'ai fait irruption par la porte latérale dans la cuisine. Il m'attendait maman, papa et ma sœur, Kendra assis autour de la table en chaîne comme s'ils organisaient une intervention. Le silence m'a frappé en premier, puis la culpabilité qui émanait de chacun d'eux. Papa ne pouvait pas croiser mon regard. Il fixait ses mains calleuses étalées sur la table. Avery, ma chérie, la voix de maman portait ce ton mielleux qu'elle utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles. Ne réagis pas de manière excessive. Où est ma voiture? Les mots ont écorché ma gorge. Kendra a redressé les épaules, l'assurance plaquée sur son visage comme l'un de ses tutoriels de maquillage. C'est juste temporaire, avenue. Je te rembourserai tout. Rembourser quoi? Ma voix a baissé dangereusement. Où est ma Challenger? Maman a jeté un coup d'œil à papa, qui ne levait toujours pas les yeux. Nous avons dû prendre une décision difficile, ma chérie. Kendra avait besoin de capital de démarrage pour son entreprise, et nous l'avons emmenée à Cornerstone Pawn, a finalement dit papa, sa voix rauque. On en a eu 45 000 $. La pièce a basculé. Vous avez fait quoi avec ma voiture? C'est un prêt sur la voiture, pas une vente, est intervenue Kendra. Une fois que ma ligne de cosmétiques sera lancée, je te rembourserai avec intérêt. Tu récupéreras ta voiture en un rien de temps. Mon esprit est revenu aux nuits interminables que j'avais passées penché sur des feuilles de calcul à Bridgewater Capital. Des semaines de 70 heures pendant 6 années consécutives. Dire non aux vacances, à un meilleur appartement, à tout pendant que j'économisais. Je me suis souvenu des mains burinées de grand-père guidant les miennes sur le moteur de la Challenger d'un de ses amis quand j'avais 9 ans. Ces machines ne sont pas que des moyens de transport, Avery. Ce sont des rêves devenus réalité. Ses yeux s'étaient plissés avec une certitude absolue. Un jour, tu auras ta propre beauté. Sois juste patiente. Le jour où j'avais enfin ramené ma Challenger à la maison, des larmes avaient coulé sur mon visage, non seulement pour la peinture noire brillante ou le vrombissement du moteur, mais pour ce qu'elle représentait, la preuve que mes sacrifices signifiaient quelque chose. Ma start-up de cosmétiques est révolutionnaire, disait Kendra, en passant ses cheveux par-dessus son épaule. J'ai développé une formule qui. Je me fiche que tu aies découvert la fontaine de jouvence dans une bouteille. Ma voix a coupé son argumentaire. Cette voiture n'était pas à toi. Les lèvres de maman se sont pincées. Allons, Avery, la famille est de la famille. Tu gagnes beaucoup d'argent à ton travail. Kendra a besoin de cette chance pour réussir. Alors vous avez utilisé ma clé de rechange et mon titre de propriété? La trahison s'est enfoncée plus profondément à chaque prise de conscience. Vous avez commis une fraude. Papa a tressailli. Nous sommes tes parents, a rétorqué maman. Nous avons toujours soutenu nos 2 filles de manière égale. Un rire amer m'a échappé. De manière égale? C'est comme ça que vous appelez ça?
Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti automatiquement, en regardant la notification, ma compagnie d'assurance m'alertant d'un privilège placé sur mon véhicule. La glace a remplacé le feu dans mes veines. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il ne s'agissait même pas seulement de la voiture de mes rêves. Il s'agissait de respect, quelque chose que ma famille ne m'avait jamais donné. Vous avez 30 jours, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le pensais. 30 jours pour récupérer ma voiture, ou je porte plainte pour fraude et vol. Des accusations, a haleté maman. Contre ta propre famille. La famille ne se vole pas les uns les autres. Je me suis tourné vers la porte. 30 jours. Leurs expressions choquées m'ont suivi alors que je sortais, claquant la porte avec assez de force pour faire trembler les photos de famille sur le mur, des photos qui semblaient soudainement être de la fiction, des visages souriants cachant la vérité que dans cette famille, mes rêves avaient toujours été considérés comme jetables. Le prêteur sur gage empeste le désespoir et le désodorisant bon marché. Je redresse ma veste, essayant de ressembler à une femme qui est à sa place ici plutôt qu'à une dont le monde s'effondre. Mon reflet dans une vitrine poussiéreuse montre des traces de mascara que j'ai manqué de laver ce matin. Mademoiselle Martin, le prêteur sur gage, Gordon, d'après son badge, fait glisser des papiers sur le comptoir. Sa voix porte la neutralité exercée de quelqu'un qui est témoin de catastrophes financières au quotidien. Votre véhicule a été déposé il y a 5 jours. Montant du prêt, 45 000 $, plus nos frais standards. Je parcours les documents, ma formation en finance s'activant automatiquement. 3 000 $ de frais? C'est pratiquement prédateur. 5. Le visage de Gordon reste impassible. Le marché des voitures de collection est volatile. Nous prenons des risques. Et si le prêt n'est pas remboursé? Après 35 jours, nous mettons le véhicule aux enchères. Il tape sur un paragraphe en petits caractères. Paiement intégral requis avant le 3 octobre. 48 000 $ au total. Mon estomac se tord alors que je passe à la page suivante. La voilà, ma signature. Sauf que ce n'est pas la mienne. La contrefaçon est assez proche pour tromper le prêteur sur gage mais manque la légère courbe ascendante que je fais toujours sur le N final. Ce n'est pas ma signature. L'expression de Gordon change légèrement. Madame, si vous suggérez une fraude. Je ne suggère pas, j'affirme. Je sors mon permis de conduire, puis un contrat de travail récent. Comparez-les. Il étudie les signatures, le malaise devenant visible. Je vais devoir en parler à mon directeur. S'il vous plaît. Et pendant que vous y êtes, sortez les images de sécurité du moment où cette transaction a eu lieu. Ma voix semble plus calme que je ne le suis. J'étais à Francfort, en Allemagne. 20 minutes et un directeur plus tard, la réalité s'installe comme du béton dans ma poitrine, mes parents ont commis une véritable fraude. Une fraude criminelle. Le genre de chose pour laquelle les gens vont en prison. Nous pouvons porter plainte dès maintenant, propose le directeur. Le mot police me serre la gorge. J'ai besoin de temps pour réfléchir. De retour dans mon appartement, je m'enfonce dans le canapé, toujours vêtu de mon manteau. Sur la table basse se trouve un album de photos de famille que je n'ai pas ouvert depuis des années. Je le prends sur mes genoux, les doigts tremblant légèrement en feuilletant les souvenirs plastifiés. Il y a le 16e anniversaire de Kendra, une garden party avec 40 invités, un photographe professionnel et un gâteau plus grand qu'elle. Je tourne la page pour ne rien trouver de mon 16e anniversaire parce que je travaillais à temps partiel au centre commercial, économisant pour les frais de candidature à l'université. Je feuillette plus loin. La remise des diplômes de Kendra au lycée, où papa a loué une limousine. La cérémonie de remise de mon diplôme universitaire, des chaises vides là où mes parents auraient dû être. Leur vol a été mystérieusement annulé malgré un temps clair, ils ont réussi à se rendre au récital de danse de Kendra le lendemain même. Noël 2018 me regarde, Kendra debout à côté d'une Volkswagen rouge avec un énorme nœud, tandis que je serre contre ma poitrine un pull de grand magasin, souriant de ce sourire crispé qui n'atteint pas mes yeux. Le schéma s'étend sur des années, sur des étapes importantes, sur des rêves. Pas seulement un favoritisme subtil, mais des sacrifices constants, mes sacrifices pour élever Kendra. Mon téléphone sonne, me surprenant. Le nom de l'oncle Harvey s'allume à l'écran. Je viens d'apprendre, dit-il en sautant les salutations. Ta mère a appelé, essayant de présenter les choses à sa façon. Et quelle est cette façon, je demande, soudainement épuisé. Que tu réagis de manière excessive.
Que la famille est de la famille. Son reniflement dégoûté passe à travers le téléphone. Ce n'est pas juste, et tu le sais. Je le sais. Les larmes menacent de nouveau. Je ne pensais tout simplement pas qu'ils iraient aussi loin. Que allez-vous faire? Je ne sais pas encore. Après que nous ayons raccroché, tante Patricia appelle la sœur de papa, toujours la pacificatrice. Ils essayaient juste d'aider Kendra à réussir, plaide-t-elle. Gérald se sent très mal. Ne peux-tu pas trouver un peu de compassion? La sonnette me sauve de la réponse. C'est Jessica du travail, tenant un sac de notre restaurant thaïlandais préféré. J'ai apporté le dîner, dit-elle en remarquant mes yeux rougis. Tu as une sale tête. Je ris pour la première fois depuis des jours. Merci pour l'honnêteté. Autour de nous épicés, je lui raconte tout. Son indignation me fait du bien, quelqu'un qui voit enfin la situation clairement. Tu sais que c'est criminel, n'est-ce pas, demande-t-elle en remplissant mon verre de vin. Ils ont volé ta voiture. Je sais. Si quelqu'un d'autre avait fait ça. Mais ce n'était pas n'importe qui, je pose ma fourchette. C'était ma famille. Ça rend les choses pires, pas meilleures. La voix de Jessica s'adoucit. Que dit ton patron? Que la famille peut blesser plus profondément que quiconque. J'avais craqué dans son bureau plus tôt, quelque chose que je n'avais jamais fait en 6 ans à Bridgewater. Il me donne de l'espace pour gérer ça. Le lendemain matin, j'envoie un texto à Kendra. Café. Midi, l'endroit près de ton appartement. Juste nous. Elle est déjà là quand j'arrive, portant des lunettes de soleil malgré le temps nuageux. Sa confiance rebondissante de la confrontation en cuisine s'est évaporée. Montre-moi le plan d'affaires, dis-je en m'asseyant. Quoi? Le plan d'affaires. Projection financière. Stratégie marketing. Tu sais, les documents que toute start-up légitime aurait avant de chercher un investissement. Elle tripote sa tasse de café. C'est plus fluide que ça. Les entreprises créatives. Arrête. Je lève la main. Montre-moi ce que tu as. Des documents réels. Ce qu'elle sort de son sac est un tableau d'inspiration de look de maquillage, une liste de noms de produits potentiels et des croquis grossiers d'emballage. Pas de contrat avec des fournisseurs. Pas de spécificité de formulation. Pas de modélisation financière. C'est tout? Ma voix baisse dangereusement. C'est pour ça que tu as volé ma voiture? C'est maintenant, sa lèvre inférieure tremble. J'avais juste besoin d'une chance de me prouver, comme toi. Tout le monde parle toujours de ton succès, de ta responsabilité, de la façon dont je devrais être plus comme toi. J'ai mérité ma chance, dis-je, chaque mot délibéré. Je n'ai pas volé le rêve de quelqu'un d'autre. Ses épaules s'affaissent. Je pensais qu'une fois que l'entreprise décollerait, je pourrais te rembourser avec intérêt, rendre tout le monde fier. Et maintenant? La première livraison est arrivée hier. Elle enlève ses lunettes de soleil, révélant des yeux bouffis. La moitié des contenants étaient fissurés. Les clients se plaignent déjà en ligne. La formule se sépare après quelques heures. Sa voix se brise. Tout s'effondre. Mon téléphone vibre avec un texto de Kendra. Je la regarde, confuse, puis de nouveau mon téléphone. J'ai besoin de plus d'argent pour arranger ça. Juste un peu plus. S'il te plaît, Avery, je suis désespéré. Elle me regarde le lire, son expression suppliante. Je pose mon téléphone face contre la table. Pas un centime de plus, dis-je. Tu arranges ça, ou nous perdons tous. Son visage se crispe. Je ne sais pas comment. Pendant un instant dangereux, je sens la vieille attraction, l'attente familiale que je nettoie le gâchis, que je résolve le problème, que je sois la responsable. Puis je me souviens de mon garage vidé de la signature falsifiée. Tu ferais mieux de trouver une solution rapidement, dis-je en me levant. Le temps presse. 10 jours après la révélation du garage, l'entreprise de Kendra est en ruine. Je suis son échec tout en essayant de me concentrer sur ma propre carrière, regardant chaque mise à jour désastreuse sonner sur mon téléphone comme une horloge. 3e jour, les fournisseurs refusent de nouvelles livraisons après des paiements refusés. 5e jour, les demandes de remboursement inondent ses réseaux sociaux. 7e jour, le compte bancaire de l'entreprise est gelé par la banque. 10e jour, Kendra est barricadée dans son appartement,
ignorant les appels de tout le monde. Je fixe l'écran de mon ordinateur dans mon bureau à Bridgewater Capital, les documents d'acquisition de Francfort se brouillant devant mes yeux. L'accord que j'ai passé 6 mois à orchestrer est maintenant suspendu à un fil parce que je ne peux pas me concentrer. Mon esprit ne cesse de tourner autour de l'espace vide dans le garage où ma Challenger devrait être. Le téléphone de mon bureau sonne. C'est mon patron, le directeur Palmer. Avery, j'ai besoin de ses projections finales pour 4 heures. Sa voix porte cette pointe d'inquiétude qui s'est accentuée au cours de la dernière semaine. Tu as l'air épuisé. Tout va bien à la maison? Je force un sourire professionnel dans ma voix. Tout va bien. Vous aurez ces projections dans l'heure. Le mensonge a un goût amer. Rien ne va bien. Ma famille m'a trahi. L'entreprise de ma sœur implose, et ma carrière pourrait suivre si je ne parviens pas à mieux compartimenter. Quand dimanche arrive, je gare ma voiture de location sur le trottoir devant la maison de mes parents au lieu de dans l'allée. Une petite rébellion, mais elle semble nécessaire. L'odeur familière du rôti de bœuf, l'offrande de paix de maman flotte depuis la cuisine alors que j'entre. Papa est assis à table, les épaules affaissées sous un poids invisible. Maman s'affaire avec les assiettes en porcelaine, les bonnes réservées pour Noël et les crises. Kendra arrive en retard, ses lunettes de soleil de créateur cachant des yeux bouffis, sa démarche assurée remplacée par quelque chose de plus lent, de plus petit. Mangeons pendant que c'est chaud, dit maman, en servant papa en premier comme elle l'a toujours fait. Nous nous asseyons en silence, rompus seulement par le bruit des fourchettes contre les assiettes. Je coupe ma viande en carrés précis, me concentrant sur la pression du couteau contre la céramique pour ne pas crier. Maman craque la première. Kendra a des difficultés avec son entreprise. Elle tapote la main de Kendra. Tout le monde échoue parfois. Je pose ma fourchette. Il ne s'agit pas d'échec. Il s'agit de vol. Nous pensions aider, dit doucement papa, les premiers mots qu'il a prononcés depuis mon arrivée. Ses mains burinées tremblent légèrement alors qu'il attrape son verre d'eau. Nous voulions que Kendra ait sa chance. À mes dépens, les mots sortent plus vifs que prévu, tranchant à travers le faux semblant. Vous n'avez pas seulement pris une voiture. Vous avez pris tout ce qu'elle représentait. Kendra tressaille. Ma chérie, ce n'est qu'un véhicule, commence maman. C'était 6 ans d'heures supplémentaires et de vacances manquées. C'était l'héritage de grand-père. C'était la seule chose que j'avais qui prouvait que tous mes sacrifices signifiaient quelque chose. Ma voix reste stable tandis que quelque chose de sauvage et de blessé se débat à l'intérieur de ma poitrine. Et vous l'avez prise sans une seconde pensée. La sonnette retentit. Le soulagement inonde le visage de maman jusqu'à ce que papa revienne avec l'oncle Harvey derrière lui. Le frère aîné de mon père remplit l'embrasure de la porte de ses larges épaules et de son froncement de sourcils caractéristique. À quoi diable pensiez-vous, Gérald, demande Harvey sans préambule. Ses yeux trouvent les miens de l'autre côté de la pièce. Avery m'a appelé. La colonne vertébrale de maman se raidit. C'est une affaire de famille, Harvey. C'est exactement pourquoi je suis là. Il tire la chaise à côté de moi. Quelqu'un doit parler pour le membre de cette famille que vous jetez sous le bus. Le visage de papa rougit. Attends une minute. Non, c'est toi qui attends. Je prends ma mallette à côté de la chaise. Le cuir est frais contre mes doigts alors que j'extrais le dossier que j'ai préparé hier. Nous devons parler de ce qui va se passer ensuite. Je pose 3 imprimés sur la table. Titre de propriété du véhicule, statut sur la fraude, réglementation des prêteurs sur gage et directive de détermination de la peine. Les papiers atterrissent avec le poids de grenade. C'est un crime. Je tape sur le premier document. Je pourrais vous envoyer tous les deux en prison. Le visage de maman perd ses couleurs. Tu ne le ferais pas, je ne veux pas, la vérité de cela me surprend. Malgré tout, je ne veux pas les détruire. Mais vous devez comprendre ce que vous avez fait. Papa fixe les papiers, les voyant vraiment. Peine de prison. 2 à 5 ans pour fraude au titre de propriété. Je garde ma voix clinique, détachée. Plus la restitution. Maman s'effondre en larmes, pas du genre manipulateur qu'elle utilise pour mettre fin aux disputes, mais des sanglots rauques et qui secoue ses épaules. Papa lui prend la main, ses propres yeux brillants. Qu'est-ce que nous t'avons fait? À nous? Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je vois un remords sincère sur son visage. Pas seulement le regret de s'être fait prendre,
mais une véritable compréhension du préjudice infligé. Kendra enlève ses lunettes de soleil, révélant des yeux rougis. C'est de ma faute. Sa voix se brise. Je les ai poussés à le faire. Je savais que tu ne serais jamais d'accord. Alors je les ai convaincus que c'était temporaire, que tu comprendrais une fois que mon entreprise décollerait. Elle baisse les yeux sur ses mains manucurées. Je n'aurais jamais pensé que ça s'effondrerait si vite. Oncle Harvey se penche en avant. Alors, quel est le plan? Parce que ce prêteur sur gage n'attendra pas éternellement. 25 jours, je confirme. Ensuite, ils mettent la voiture aux enchères. Maman s'éponge les yeux. Que pouvons-nous faire? Je sors une calculatrice. Nous devons déterminer quelles ressources nous avons. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons évalué nos options. Papa pense qu'ils peuvent obtenir une ligne de crédit sur valeur domiciliaire de 30 000 $, mais cela prendra 2 semaines à traiter. Kendra accepte de vendre sa BMW et de vider son compte d'épargne, ce qui pourrait rapporter 12 000 $ supplémentaires. Je m'engage à contre-cœur à verser 6 000 $ de mon fonds d'urgence. Oncle Harvey observe cette comptabilité les yeux plissés. Je peux vous prêter 5 000 $, dit-il finalement, mais seulement parce qu'Avery ne devrait pas avoir à payer pour ce gâchis. Le calcul est brutal. Même en mettant tout en commun, il nous faudra 15 jours avant de pouvoir rassembler la totalité du montant. Et le prêteur sur gage exige un acompte immédiat de 15 000 $ pour suspendre le processus d'enchère. J'appellerai demain matin, dit papa, sa voix plus stable maintenant. Pour voir s'ils peuvent travailler avec nous sur le calendrier. Quand je pars, le poids sur ma poitrine ne s'est pas levé, mais quelque chose a changé. La trahison demeure, mais il y a maintenant un chemin à suivre, difficile, incertain, mais visible. De retour dans mon appartement, je m'assieds sur le bord de mon lit, une photo encadrée dans mes mains. Mon grand-père se tient à côté d'une Challenger noire étincelante, son bras autour de moi, âgé de 12 ans. La lumière d'été se reflète sur le pare-choc chromé et dans ses yeux souriants. Les voitures ne sont que du métal et du chrome, Avery, m'a-t-il dit un jour. C'est ce qu'elles représentent qui compte. Dans le silence de mon appartement, je comprends enfin ce qu'il voulait dire. Ce combat ne consiste pas seulement à récupérer ma voiture. Il s'agit d'exiger le respect que j'ai mérité. Il s'agit d'apprendre à ma famille que mes rêves comptent autant que ceux de Kendra. Je prends mon téléphone et compose le numéro de mes parents. Papa répond à la première sonnerie. J'aiderai, lui dis-je, ma voix stable, mais les choses ne seront plus jamais les mêmes. Le silence s'étire entre nous, rempli de tout ce que nous ne pouvons pas défaire. Je sais, dit-il finalement. Nous arrangerons ça, Avery. Je te le promets. Je mets fin à l'appel sans dire au revoir. Certaines promesses arrivent trop tard pour être réconfortantes, mais je préférerais toujours l'action aux paroles. Demain, nous commencerons le combat pour récupérer ce qui m'appartient, non seulement une voiture, mais ma place dans cette famille. Kendra contemple son reflet dans le mur de miroir de la boutique, effleurant la soie délicate de son foulard Hermès préféré. Sa collection, autrefois sa fierté, est maintenant étalée sur le comptoir pour évaluation. La propriétaire de la boutique étudie chaque pièce à travers des lunettes étroites, les lèvres pincées en calcul. Je peux vous offrir 8 000 $ pour le lot, dit-elle sans lever les yeux. Kendra déglutit difficilement. Ces pièces lui ont coûté plus de 15 000 $. Mais la date limite du prêteur sur gage pèse plus lourd que sa fierté. Fait, murmure-t-elle, en regardant la femme rédiger le chèque. De l'autre côté de la ville, papa entre en traînant les pieds dans le bureau du directeur de l'entrepôt, l'arthrite lui faisant mal aux genoux. Le quart de nuit. Le directeur hausse les sourcils. Gérald, tu n'as pas travaillé la nuit depuis 20 ans. Papa s'enfonce dans le fauteuil en face de lui. Juste temporairement. J'ai besoin de la prime de nuit. Le directeur étudie les cernes sous les yeux de papa. C'est à propos de cette histoire de voiture dont ton frère a parlé? Papa hoche la tête une fois, la mâchoire serrée. Affaire de famille. À partir de lundi, alors. Il fait glisser les papiers. J'espère que ça en vaut la peine. À la maison, maman enveloppe les chandeliers en argent de grand-mère dans du papier de soie, les mains tremblantes. Ces pièces ont survécu à la dépression, ont été témoins de 50 ans de célébration familiale. Elle les place soigneusement dans une boîte avec le collier de perles que papa lui a offert pour leur 25e anniversaire.
Le prêteur sur gage de Fletcher jette à peine un coup d'œil aux objets avant d'offrir 3000 $ pour couvrir les intérêts de la semaine prochaine. Mes propres sacrifices se manifestent par des nuits blanches et des repas sautés. L'expansion de Francfort exige une attention constante, mais je prends des comptes supplémentaires, poussant pour la prime de performance qui signifie soudainement la différence entre la rédemption et la ruine. Le reçu de dépôt de Cornerstone Pawn est sur mon bureau, preuve que nos 15 000 $ initiaux ont reporté la vente aux enchères. Une petite victoire, creusée par la dernière lettre de la banque, approbation du prêt sur valeur domiciliaire retardé en attendant l'évaluation de la propriété. Ils font de réels progrès, dit Jessica autour d'un plat à emporter dans ma cabine. Ta sœur m'a appelé. Je lève les yeux de mes feuilles de calcul, surprise. Elle t'a appelé? Elle voulait savoir si le groupe financier recrutait pour des postes de débutants. Jessica enroule des nouilles autour de sa fourchette. J'étais choqué. Plus tard cette semaine-là, j'aperçois Kendra de l'autre côté de l'aire de restauration, à peine reconnaissable dans un simple pantalon noir et une chemise blanche boutonnée. Pas de marque de créateur, pas de bijoux voyants. Elle se balance nerveusement devant l'entrée des employés de Nordstrom. Son premier jour. Quand mon téléphone sonne ce soir-là, sa voix semble plus petite que je ne l'ai jamais entendue. Je n'avais aucune idée de ces mots s'étranglent. 8 heures debout, souriant à des gens qui me traitent comme un meuble. Et tu travailles 70 heures par semaine depuis des années. Je m'appuie contre mon comptoir de cuisine, ne sachant que dire. Toutes les fois où je t'ai traité d'ennuyeuse pour avoir annulé des projets, poursuit-elle. Tu n'étais pas ennuyeuse. Tu étais responsable. 3 jours plus tard, nous nous retrouvons au café à mi-chemin entre nos appartements. Kendra commande un café noir au lieu de sa concoction compliquée habituelle. Son maquillage est subtil, ses ongles courts et non vernis. J'étais arrogante et égoïste, dit-elle sans préambule. Je suis vraiment désolé, Avery. Pas seulement pour la voiture. Pour tout. J'enroule mes mains autour de ma tasse, sentant la chaleur s'infiltrer dans mes paumes. De belles paroles, Ken. Je sais. Elle hoche la tête. Les yeux stables. Les actions parlent plus fort. J'essaie de te le montrer maintenant. Chez mes parents, papa étale des relevés bancaires sur la table de la cuisine, la lumière crue du plafonnier accentuant chaque ligne de son visage. Il plisse les yeux devant des chiffres qui refusent de s'équilibrer, additionnant des colonnes pour la 5e fois. Gérald, appelle maman depuis le bureau. Étais-tu au courant de ça? Elle tient une pile de demandes de prêt, toutes rédigées de l'écriture fluide de Kendra. Des cartes de crédit. Des prêts personnels. 3 comptes différents d'achat immédiat, paiement ultérieur. Près de 80 000 $, murmure maman. Nous n'en avions aucune idée. Le lendemain matin, ils sont assis en face de Monsieur Winters à la Caisse populaire, le conseiller financier en qui ils ont confiance depuis 20 ans. Ce prêt sur valeur domiciliaire retardera votre retraite d'au moins 5 ans, explique-t-il doucement. Et c'est en supposant qu'il n'y ait pas d'autres surprises financières. Maman fixe ses mains, son alliance lâche sur son doigt aminci. Quand je passe déposer ma part du paiement de cette semaine, papa me rejoint sur les marches du porche. Pour une fois, maman n'est pas là à trouver des excuses. Nous t'avons laissé tomber, dit-il, la voix rauque d'émotion, bien avant de prendre ta voiture. Je m'assieds à côté de lui, le bois usé craquant sous nous. Toutes ces années, nous avons loué les rêves de Kendra tout en rejetant les tiens. Ses mains calleuses se tordent. Tu n'as jamais demandé grand-chose, alors nous n'avons jamais pensé que tu avais besoin de grand-chose. Le ciel du dimanche soir devient doré alors que nous nous asseyons en silence. Puis le prêt sur valeur domiciliaire est finalement approuvé, mais avec une période de traitement de 3 jours. Le soulagement se transforme en panique lorsque Cornerstone Pawn appelle. Un autre acheteur est intéressé par la Challenger, offrant de l'argent comptant. Nous avons juste besoin de 2 jours de plus, plaide papa au téléphone. Les affaires sont les affaires, répond le prêteur sur gage. Le premier qui arrive avec l'argent obtient la voiture. Les 36 heures suivantes se transforment en calculs frénétiques et en appels téléphoniques désespérés. Kendra vide son compte d'épargne. Maman vend ses boucles d'oreilles en diamant de son anniversaire. Je maximise ma ligne de crédit d'urgence. Il manque encore 3000 $. Ce n'est pas assez, dit maman, la voix creuse alors que nous nous rassemblons autour de la table de la cuisine. La date limite est demain à midi. La sonnette retentit, et l'oncle Harvey se tient sur le porche, son chéquier à la main.
La famille est de la famille, dit-il, faisant écho aux paroles de maman d'il y a quelques semaines, mais avec une signification entièrement différente. Le lendemain matin, nous nous entassons tous dans la banque, regardant l'horloge numérique avancer vers midi alors que le directeur traite le virement bancaire. La main de papa tremble alors qu'il signe l'autorisation. À 11h42, la confirmation apparaît à l'écran. Paiement reçu. Pour la première fois depuis des semaines, nous respirons. Le soleil matinal se reflète sur les garnitures chromées de ma Challenger alors que je me tiens devant Cornerstone Pawn, serrant le reçu dans ma paume moite. Après 30 jours de sacrifices familiaux, de disputes et de larmes suffisantes pour remplir le fleuve Colorado, nous avons rassemblé les 48 000 $, chaque centime étant comptabilisé. Ma gorge se serre alors que je pousse la porte vitrée. Le même prêteur sur gage qui a pris ma voiture est assis derrière le comptoir, les sourcils se levant en signe de reconnaissance. Mademoiselle Martin, dit-il en faisant glisser des papiers sur le comptoir. Vous venez pour votre véhicule. J'acquiesce, incapable de faire confiance à ma voix. Ma signature me semble étrangère alors que je la gribouille sur chaque ligne, le stylo tremblant entre mes doigts. Le courtier compte le chèque de banque 2 fois avant de faire glisser un dossier contenant mon titre de propriété et un jeu de clés. Tout est en ordre, dit-il, mais je l'entends à peine. Mes mains tremblent si fort que je manque de laisser tomber les clés. Du métal froid contre ma paume, le poids familier que je pensais ne plus jamais ressentir. Debout sur le parking, je trace mes doigts le long de la peinture noire brillante, à la recherche d'imperfections, de preuves de mauvais traitement. La garniture chromée capte la lumière du soleil, la renvoyant en éclairs aveuglants. Ils l'ont détaillé hier, mentionne le courtier derrière moi. Politique avant la restitution. Je ne réponds pas. Ce moment devrait être triomphal. Au lieu de cela, il a un goût de cendre, une victoire creusée par la trahison. La voix de grand-père résonne dans ma mémoire. Les voitures ne sont que du métal et du chrome. C'est ce qu'elles représentent qui compte. Que représente cette voiture maintenant? Pas seulement mon travail acharné et mes sacrifices, mais la connaissance que ma famille considérait mon rêve comme jetable. Le moteur gronde et prend vie avec un grondement familier qui vibre à travers le siège. Des larmes coulent sans retenue sur mon visage alors que je m'éloigne du prêteur sur gage, chaque kilomètre entre nous permettant à un autre fragment d'émotion de se libérer. Au moment où j'atteins mon appartement, mes joues sont trempées, le mascara traçant probablement des rivières sombres sur mon visage. Mais ma voiture est à la maison. 3 jours plus tard, mon téléphone vibre avec un texto de maman. Dîner du dimanche. 17h, ton père grille des steaks. Bise. L'invitation tombe comme une pierre dans mon estomac. J'envisage de décliner, mais je réponds par un simple « j'y serai à la place ». Certaines conversations ne peuvent pas se faire par texto. Dimanche arrive avec un temps printanier parfait. Le moteur de la Challenger annonce mon arrivée avant même que je ne tourne dans leur allée. Papa se tient près du grill, la spatule figée à mi-course alors que je me gare. Maman apparaît dans l'embrasure de la porte, tripotant un torchon entre ses mains. Le dîner est un exercice de silence gênant, ponctué de demandes de passer les pommes de terre ou de commentaires sur la météo. Kendra picore sa nourriture, les yeux baissés. Personne ne mentionne l'éléphant assis à table avec nous. Finalement, papa s'éclaircit la gorge, posant sa fourchette avec un soin délibéré. Avery, commence-t-il, sa voix aussi formelle que celle d'un étranger. J'ai préparé quelque chose que j'aimerais dire. Il sort un papier plié de sa poche, ses mains tremblant visiblement. J'ai trahi ta confiance. J'ai violé tes droits de propriété. J'ai manqué à mon devoir de père de protéger ce qui compte pour toi. Chaque phrase sonne répétée mais sincère, ses yeux allant et venant entre le papier et mon visage. Maman tend la main sur la table, les larmes coulant. S'il te plaît, pardonne-nous, ma chérie. Nous avons eu tort. Si terriblement tort. Kendra se redresse sur sa chaise. Je travaille chez Macy's depuis 3 semaines maintenant, dit-elle en sortant un petit carnet. J'ai créé un plan budgétaire pour rembourser ma part. Ça prendra du temps, mais chaque centime sera remboursé. Il me regarde, 3 visages tendus d'espoir et de peur. La guérison prend du temps, dis-je finalement en posant ma serviette à côté de mon assiette. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Le soulagement dans la pièce est palpable, bien que personne ne sourie. Ils comprennent que ce n'est pas un pardon, juste la volonté d'essayer. 2 jours plus tard, je suis assise en face de Rachel Holman,
l'avocate dont la carte a brûlé un trou dans mon portefeuille pendant un mois. Vous avez un dossier solide pour des poursuites pénales, dit-elle, ses lunettes perchées sur son nez alors qu'elle examine la documentation. Fraude au titre de propriété. Vol d'identité. Vos parents pourraient faire face à de graves conséquences. Je fixe la photo de famille sur son bureau, 3 générations souriantes en plus assorties. Quelles sont mes autres options? Rachel se penche en arrière. Un accord de remboursement formel, juridiquement contraignant, mais sans poursuite pénale. Le dimanche suivant, nous nous rassemblons de nouveau autour de la table de la salle à manger. Oncle Harvey est assis à côté de moi, ses mains burinées stables alors qu'il regarde mes parents et Kendra signer les contrats. Paiement mensuel pendant 2 ans, j'explique, ma voix plus stable que je ne le ressens. Avec intérêt. La main de papa tremble alors qu'il signe, mais ses yeux croisent les miens sans ciller. Nous honorerons cela, Avery. Chaque condition. Le changement de pouvoir est indéniable. Pour la première fois de ma vie, mes limites ne sont pas que des mots à rejeter. Elles sont en noir et blanc, juridiquement contraignantes. Je n'ai jamais voulu ce genre d'autorité sur vous, j'admets plus tard, alors que Harvey me raccompagne à ma voiture. Parfois, le respect doit être imposé avant de pouvoir être donné librement, répond-il en me serrant l'épaule. La réunion de famille élargie le mois suivant devient la scène d'un règlement de compte public. Tante Patricia m'accule près de la salade de pommes de terre, son verre de vin penchant dangereusement. Tout le monde fait des erreurs, ma chérie. Tu as fait valoir ton point de vue. Il est temps de laisser tomber. Oncle Harvey se matérialise à côté de nous, stable comme un chêne. Ils doivent assumer ce qu'ils ont fait, Patricia. Pas de minimisation. Le jardin se tait alors que Kendra s'avance, les épaules carrées malgré sa voix tremblante. J'ai manipulé mes parents, annonce-t-elle à la famille rassemblée. J'ai joué sur leur favoritisme, mais ils ont choisi de trahir Avery. Nous sommes tous responsables. La bouche de tante Patricia s'ouvre et se ferme comme un poisson. Le cousin Mike me fait un signe de tête solennel de respect. Quelque chose change dans la dynamique familiale, la vérité, tranchant à travers des décennies de schémas d'assistanat. Plus tard cette semaine-là, je change le code de la porte de garage de la maison de mes parents. Le symbolisme ne nous échappe à aucun de nous alors que j'installe un système de sécurité sur la Challenger, le petit boîtier noir clignotant sous le tableau de bord. Nous laisseras-tu une clé de rechange? Demande maman alors que je me prépare à partir. Juste en cas d'urgence? Je la regarde dans les yeux, maintenant son regard jusqu'à ce que la compréhension se fasse jour. Non, dis-je simplement. Je ne le ferai pas, elle hoche la tête, les lèvres pincées mais acceptant. Le message ne nécessite aucune explication supplémentaire. Certaines limites n'ont pas besoin de mots, juste le son clair et indubitable d'une ligne étant tracée. Les virages de la montagne se déroulent devant moi comme une main qui m'invite. Je rétrograde, sentant la Challenger répondre avec un grondement qui vibre à travers le volant et dans mes os. Les rocheuses du Colorado s'élèvent autour de moi, peintes d'or matinal. 1 an que j'ai failli la perdre, et conduire me donne toujours l'impression de rentrer à la maison. Tu avais raison, grand-père, je murmure en tapotant le tableau de bord. La peinture noire brille au soleil, chaque reflet un rappel de ce pourquoi je me suis battu. Les fenêtres baissées, l'air de la montagne me fouettant les cheveux, je peux enfin profiter de ce rêve sans l'ombre de la trahison. Mes épaules ne se contractent plus vers mes oreilles en tension constante, le nœud qui a vécu entre mes omoplates pendant des mois s'est enfin dissous. Le dîner de la semaine dernière chez mes parents me revient en mémoire. Papa m'a conduite au garage avant mon départ, dévoilant la petite extension qu'il avait construite lui-même, un espace sécurisé et verrouillé avec son propre système d'alarme. Ta voiture est toujours en sécurité ici maintenant, avait-il dit, la voix rauque d'une émotion qu'il a encore du mal à exprimer. Toi seul as le code. Maman a appris à demander maintenant, des choses simples comme, ça te dérangerait si j'empruntais ta veste? Les questions elles-mêmes sont de petites victoires, des reconnaissances que mes affaires ne sont pas une propriété communautaire. Kendra m'envoie $300 chaque mois, pas grand-chose par rapport à ce qu'elle doit, mais la constance compte plus que le montant. Son appartement est minuscule, sa garde-robe simple. Le mois dernier, elle m'a montré son nouveau tableau budgétaire, la fierté remplaçant le besoin désespéré d'approbation qui l'a motivé autrefois. J'apprends ce que tu savais depuis toujours, avait-elle admis. Gagner quelque chose, c'est différent de se le faire donner. Un virage serré approche et je lève le pied de l'accélérateur, puis j'accélère dans le virage.
Le moteur chante sous moi. Oncle Harvey a fait un tour avec moi le week-end dernier, sa main burinée tapotant le tableau de bord avec appréciation. Ton grand-père serait fier, avait-il dit, non seulement de la voiture, mais de la femme que tu es devenue. Je mets mon clignotant et je m'arrête au belvédère de la montagne. En contrebas, la vallée s'étend à l'infini, les arbres se déversant vers des sommets lointains. Je coupe le moteur et je reste assise dans le silence, me souvenant du jour où j'ai déposé des fleurs fraîches sur la tombe de grand-père, en posant une photo encadrée de moi avec la Challenger contre sa pierre tombale. Je comprends maintenant, lui avais-je dit. Certains rêves coûtent plus que de l'argent. Le cours de finance que j'anime bénévolement a lieu demain, 20 jeunes femmes qui apprennent ce que personne ne m'a appris: comment protéger ce qui compte, comment établir des limites, comment reconnaître quand donner devient nuisible. Le mois dernier, une adolescente nommée Mélissa est restée après le cours, admirant la Challenger. Mon père travaillait sur de vieilles voitures, avait-elle dit. Avant le divorce, ma mère a vendu ses outils pour payer les cours de danse de ma sœur. Je l'avais laissée s'asseoir derrière le volant, regardant ses yeux s'illuminer de possibilités. Les rêves ont besoin d'être protégés, lui ai-je dit, faisant écho à la sagesse de grand-père mais avec une nouvelle compréhension, et toi aussi. Le soleil réchauffe mon visage alors que je redémarre le moteur. La route serpente devant moi, des possibilités non marquées par la culpabilité ou l'obligation. Les limites m'ont coûté le fantasme d'une harmonie familiale parfaite, mais elles m'ont donné quelque chose de mieux, des relations authentiques fondées sur le respect plutôt que sur l'attente. J'accélère de nouveau sur la route de montagne, les fenêtres baissées, l'avenir se déroulant devant moi comme une parfaite étendue d'autoroute ouverte. Pour la première fois depuis l'âge de 9 ans, en regardant les mains de grand-père sur la voiture d'un étranger, je profite vraiment de mon rêve.